if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en ce début de semaine. Comme d'habitude, on se retrouve le mardi. Faudrait que je trouve au passage un nom pour ces retrouvailles tous les mardis. J'ai pas encore réfléchi sur le sujet, mais je reviendrai avec une bonne idée, vous en faites pas. En tout cas, de votre côté, j'espère que le week-end s'est bien passé. J'espère que vous avez pu profiter, que vous êtes de retour au boulot ou voilà, de bonne manière. En tout cas, je vous l'avais promis, enfin c'est pas moi qui fais ce genre de choses, mais on rentre dans le mois de février par le bon bout. Le mois de janvier est derrière nous, l'été approche au fur et à mesure. Pourquoi j'attends l'été? Parce qu'il y a la Coupe du Monde notamment, mais en attendant, on profite encore de notre Ligue 1. On avait vu la semaine dernière fin des phases de qualification en Ligue des Champions. Au fur et à mesure que l'année va avancer, on va avoir de plus en plus de rendez-vous intéressants au haut niveau et on terminera par la Coupe du Monde cet été, donc j'ai très hâte. Mais en attendant, on a eu, comme d'habitude, notre petite journée de Ligue 1. La 20e si je dis pas de bêtises, qui s'est jouée. Donc on commence à avoir pas mal de journées dans les pattes. On est bien au-delà de la moitié du championnat. Et on commence à avoir pas mal de tendances qui se précisent, même s'il y a toujours des équipes qui viennent en haut du classement ou en bas du classement. Ça commence à ressembler à quelque chose avec pas mal de dynamique qui reste en place. Et comme d'habitude, j'avais envie de débriefer avec vous 5 matchs en particulier. Cette semaine, plus focus sur le haut du classement parce qu'on a eu pas mal de belles affiches. Donc j'avais envie de parler plus d'équipes du haut du classement, équipes potentiellement européennes. Et on fera un focus sur des équipes pour le maintien ou plus de bas de tableau une autre fois. Mais là, on avait pas mal de matchs importants pour ces équipes-là du haut de tableau pour la course à l'Europe. Dans ces matchs-là, on avait par exemple Lens-Le Havre, le Paris FC Marseille, je vais y arriver, le Monaco-Rennes, ça c'était le samedi soir si je dis pas de bêtises, Lyon-Lille qui s'est joué le dimanche à 15h et on a fini par un Strasbourg-Paris Saint-Germain le dimanche à 21h en clôture de cette 20e journée. Donc franchement, on avait des belles affiches sur le papier, on a eu des beaux matchs sur le terrain et donc je vous propose qu'on discute ça tous ensemble dans l'ordre chronologique comme d'habitude, comme j'aime bien faire. Et voilà, tout simplement qu'on en discute tous ensemble. Je propose qu'on commence tout de suite avec le Lens-Le Havre qui s'est du coup joué, comme je l'ai dit, le vendredi soir. Match important pour les deux équipes. Côté Lens, je pense qu'on n'a pas besoin de rappeler les enjeux. Ils se sont fait voler leur première place, enfin voler. Ils l'ont perdu à la Loyale la semaine dernière avec cette défaite contre Marseille assez nette au Vélodrome. On s'en souvient, ça s'est fini par un 3-1, mais les Lensois avaient été malmenés dans l'enfer marseillais. Ce qui leur avait valu la perte de leur première place avec la victoire du Paris Saint-Germain face à Auxerre. Donc là, ils arrivaient en ouverture de la 20e journée pour récupérer ce qui leur était dû face à une équipe du Havre qui, elle, continue de se battre pour son maintien. Elle ne fait pas partie de ces trois équipes que sont Nantes, Auxerre et Metz, qui sont vraiment les équipes qui se détachent dans le mauvais sens pour cette mission maintien et cette potentielle descente. Le Havre est juste un peu au-dessus, mais il continue à vouloir engranger le plus de points possible, histoire d'assurer le maintien le plus tôt possible. Et ça passait par un résultat face à Lens, même si on sait que ça allait être compliqué pour eux, surtout que les Lensois, ils avaient, comme je l'ai dit, à cœur de se rattraper après cette lourde défaite face à Marseille. Là, ça retournait à Bollard, donc forcément, je pense qu'ils avaient à cœur de se reprendre devant leur public. On peut faire un petit point sur les compositions, vous savez que j'aime bien ça, c'est toujours assez intéressant de voir les choix d'un match à l'autre. Côté Lens, très peu de changements, mis à part un changement qui va avoir son importance en plus, la remise en tant que latéral gauche de Mathieu Hudol, replacé sur son couloir. On sait que face à Marseille la semaine dernière, avec l'absence de Samson Baïdou, il avait été recalé dans la défense centrale. La Francaise y fait le choix de titulariser un très jeune de l'académie lensoise, Kylian Anthony. Je crois qu'il a 18 ans, le petit, c'était son premier match. Et ça permet de redécaler Mathieu Hudol sur le couloir gauche. Donc choix fort de Francaise qui fait confiance à une défense
assez expérimental avec Ismaël Ouganiou qui commence à avoir pas mal de matchs en Ligue 1, mais qui est quand même assez jeune. Kylian Anthony, premier match comme je l'ai dit, et Malang Sarr qui retrouve un poste plus habituel de central gauche parce qu'il était central. Je sais pas comment on appelle le défenseur central du milieu dans une défense à 3. Faudrait trouver un nom. En libéraux, ça peut être ça. Là, il est redécalé sur le côté gauche. Côté Le Havre, l'info majeure de la composition, c'était la titularisation pour la première fois de Sofiane Boufal, le génie marocain qui revenait en Ligue 1 du côté du Havre, titularisé pour la première fois. On l'avait vu face à Rennes et face à Monaco notamment, dans des matchs nuls du Havre. Là, titularisé en numéro 10. Sinon, pas trop de changements. Lucas Gourna retitularisait aussi le joueur en prêt de Leipzig, ou de Salzbourg, pardon. Je confonds les clubs les clubs Red Bull. Mais sinon, voilà, ça reste assez classique côté Le Havre. On essaye de bien surfer sur cette bonne dynamique de 3 matchs sans défaite, avec 2 matchs nuls, je l'ai dit, contre Monaco et Rennes, et cette victoire face à Angers. Donc il n'y avait pas de raison de faire des changements majeurs. Et ça leur a plutôt bien réussi dans le début de match face à Lens, on va pas se mentir. C'était un match assez équilibré sur les 20 premières minutes, 15-20 premières minutes, avec beaucoup d'espace. On sait que c'est 2 équipes qui sont très joueuses. Lens, on l'a vu sur pas mal de rencontres, ils aiment bien attaquer en attaque rapide. Le Havre, ils sont pas mal aussi dans ce registre-là. Ce qui leur manque, c'est notamment cette précision offensive. Pour ça que Sofiane Boufal a été recruté, même si là, pour le coup, sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé à son avantage non plus, le numéro 10 marocain. J'en attends un peu plus de lui quand même, parce qu'il a été dans les chouchous. J'ai envie d'en voir plus, monsieur Sofiane. Il va falloir me montrer que vous n'êtes pas finito, malheureusement. J'espère pas. J'ai eu un peu peur après son match face à Lens, où je ne l'ai pas trouvé en réussite. Mais j'y crois. Toujours cette capacité à tenter, à provoquer. Mais ça ne lui a pas réussi. Donc après, c'est un dribbleur. Hein, ça va, ça vient. Donc on verra sur les prochains matchs. Mais voilà, en général, Le Havre, qui réalise un bon début de match. Malheureusement, après, ça va un peu se gâter avec une montée en température de Lens qui va augmenter son pressing, augmenter son niveau de jeu, son niveau d'intensité également. On va de plus en plus voir Mamadou Sangaré au milieu de terrain, qui est un joueur tentaculaire. Il est toujours bien placé pour les récupérations de balles. Il est toujours hyper intéressant. C'est un joueur que j'adore, Mamadou Sangaré. Donc c'était pas forcément bon. De plus, il y a le retour assez en forme de Wesley Saïd et Florian Thauvin. J'avais parlé de leur match la semaine dernière, qui moi m'avait pas convenu au Vélodrome. Là, on les a un peu retrouvés. Florian Thauvin, c'est lui qui va avoir l'une des plus grosses occasions en première mi-temps, où il va buter sur Mpassi. Si j'ai pas, ouais, c'est ça, Mpassi, le gardien, le Havrais. Donc on les retrouve un peu offensivement, et l'intensité va continuer à augmenter jusqu'à ce but en toute fin de première mi-temps de Ruben Aguilar sur un classique centre de Mathieu Hudol, reprise de Ruben Aguilar. Cette fois-ci, c'était pas la tête de Hudson-Edouard, mais c'était au second poteau vers son homologue à droite, centre au cordeau de Mathieu Hudol qui fait du bien. L'équipe de France n'est pas loin pour Mathieu Hudol, hein, je le dis. Et quand je dis pas loin, je dis que ça serait presque un scandale qu'il soit pas pris s'il continue à jouer à ce niveau-là. En vrai, Mathieu Hudol, défensivement, il n'y a personne qui parle avec lui en équipe de France. Là, on a qui en équipe de France? C'est Lucas Digne, c'est Théo Hernandez. Je pense que Mathieu Hudol, il peut discuter, et offensivement, il est déjà à 6 passes D, l'ami ancien Messin, et il distribue les caviar sur caviar. Vraiment, il va toquer très très fort à la porte de Didier Deschamps. Je pense qu'à la fin de la saison, il pourrait être du voyage aux États-Unis. Et en attendant, il a encore distribué un superbe ballon pour Ruben Aguilar, qui est venu fermer au deuxième poteau et un petit peu mettre un gros coup derrière la tête des Havrais, qui rentrent au vestiaire à un but 1-0. En deuxième mi-temps, ils vont essayer de se reprendre un peu. Ça va passer par notamment des coups de pied arrêtés qui vont être mieux négociés. Il y a cette bel arrêt de Robin Risser sur ce coup franc qui arrive au second poteau. En contre aussi,
Soumaré, il a été pas loin de tromper Risser. Il a réussi à s'échapper, mais le gardien lensois l'a bien arrêté. Donc voilà, Le Havre va tenter en deuxième mi-temps, mais Lens va rester solide. Et au final, on aura une victoire lensoise, 1-0. Par le plus petit des résultats, il s'impose. Mérité, je trouve quand même, même si Le Havre aurait peut-être aussi mérité de prendre un point. Lens a fait le taf, a fait ce qu'il fallait pour se reprendre après cette défaite contre Marseille. Et je pense qu'ils sont repartis du bon pied. En plus, comme ils jouaient le vendredi soir, ça leur permettait de mettre pression sur le Paris Saint-Germain, qui jouait après eux. Du coup, ils reprenaient la première place provisoire. Donc, match sérieux des Lensois qui sont bien relancés. Ils sont encore atteints par les blessures, notamment en défense. Mais on sent que c'est une équipe qui n'a pas douté d'elle-même, alors que je pensais que ça pouvait un peu les atteindre, cette large défaite. Et au-delà du score à Marseille, c'était plus cette impression de supériorité de l'équipe marseillaise face à Lens. C'est ça qui m'avait le plus alerté. Et là, ils ont montré que ça n'avait pas changé pour autant la dynamique, et donc ils prennent les 3 points et la première place provisoire. De son côté, Le Havre, bon, il n'y avait pas d'alerte et comment on dit, ils n'étaient pas non plus obligés de gagner ce match-là face à Lens pour assurer leur maintien. Ils restent 15e avec 20 points. Ils ont quand même un petit matelas de 6 points d'avance sur Nantes, qui est le premier barragiste. Enfin, qui est barragiste, parce qu'il n'y a qu'un barragiste. Donc ça va, les 6 points d'avance, ça reste un bon matelas pour se maintenir et pour la fin de saison. Mais va falloir quand même continuer à prendre des points, même si là, forcément, face à Lens, le premier, c'était pas un match qui avait été coché, je pense, particulièrement par Didier Digard. Ils se sont bien battus. Je pense que c'est quand même une défaite encourageante, si ça peut exister. Je pense que ça peut les aider pour la suite de leur championnat et leur futur maintien, parce que je pense qu'ils vont se maintenir quand même. Voilà pour ce premier match. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec le deuxième, qui était lui le samedi après-midi, si je dis pas de bêtises, le Paris FC Marseille. Donc le deuxième club de la capitale, qui recevait l'ennemi sudiste. Le Paris-Marseille, normalement c'est le PSG contre l'OM, c'est le Classico. On y aura droit la semaine prochaine. Là, c'était un petit peu comment on dit ça, une préparation. J'ai plus le terme quand on se prépare pour quelque chose. Bon, ça me reviendra peut-être. Mais voilà, une répétition générale. Voilà, j'ai trouvé le mot. Répétition générale du Classico à Jean-Bouin, avec le Paris FC qui recevait Marseille, du coup. Paris qui s'est bien relancé après la fin de 2025, qui était un peu compliquée, qui s'était ponctuée par cette défaite face à l'homologue parisien. Il s'était repris en Coupe de France avec la victoire contre le PSG, on en avait parlé. Derrière, ça avait été pas mal aussi face à Nantes, où ils avaient dominé et ils avaient réussi à s'imposer assez facilement. Donc ils avaient à cœur, je pense, avant ce match contre Marseille, de continuer cette bonne dynamique, tandis que Marseille, eux, après la défaite face à Bruges et l'élimination en Ligue des Champions, il y avait vraiment une volonté de se relancer, de faire mal au PFC et de faire oublier la catastrophe du milieu de semaine. Et c'est un peu dans ce sens-là, j'ai trouvé qu'on a eu le début de match et le match en général. Je trouve que c'est un match qui s'est quand même divisé en 2 parties. C'est-à-dire que les 80 premières minutes, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, honnêtement, de mon point de vue en tout cas. Ça semble peut-être un peu dur pour les Parisiens, qui ont quand même joué leur coup à fond, mais domination claire, nette, précise de Marseille dans tous les secteurs de jeu, en vrai, surtout au milieu de terrain, en plus avec du coup la titularisation de Timber avec Højbjerg, comme ça avait été fait en Ligue des Champions, du coup, ou la semaine d'avant. Vraiment grosse domination du milieu de terrain, qui a étouffé celui des Parisiens. Techniquement, il n'y avait pas de débat, hein. Il y avait beau avoir Ilan Kebal et Maxi Lopez côté PFC, ça suffisait pas pour contrebalancer la qualité technique des Marseillais, avec du Mason Greenwood, du Nwaneri, du Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est quand même des joueurs du Igor Pechao aussi qui m'a pas mal impressionné. C'est quand même des joueurs de haut niveau, je pense, et qui ont vraiment montré qu'ils avaient les capacités de faire très mal. Et c'est un peu ce que va réussir à faire Marseille dans la première mi-temps. Ils vont réussir à marquer assez rapidement avec le premier buteur qui était Mason Greenwood sur penalty, ouais, à la 20e minute. Donc à partir de là, quand le premier but il intervient, moi je me dis que Marseille est en maîtrise, et derrière ils vont continuer à vraiment dominer de la tête et des épaules leur adversaire. Ça va passer par un deuxième but en deuxième mi-temps, et même dans le stade, en fait il y avait tout un environnement où dans le stade qui était à Jean-Bouin, du coup à Paris, t'avais des Marseillais qui étaient interdits de déplacement mais qui étaient quand même là, qui chantaient plus fort que les Parisiens. Sur le terrain, les Marseillais étaient plus forts que les Parisiens. Il y avait tout un truc où on se disait, bon, c'était trop dur pour Paris aujourd'hui, la marche était trop haute, tant pis, ce sera une défaite logique, il va falloir se relancer la semaine prochaine. Et en fait, 80e minute, sur un ballon perdu de... Qui c'est au milieu de terrain qui perd le ballon? C'est Ahmed Traoré, Ahmed Junior Traoré, qui perd le ballon sur un mauvais contrôle. En fait, il fait un contrôle trop large. Derrière, il vient faire une grosse faute parce qu'il est en retard, parce qu'il veut rattraper son mauvais contrôle. Donc ça donne un coup franc. Et sur le coup franc, Jonathan Iconé, Jorko, qui va marquer, donc réduire le score. Ça, je vous dis ça, c'est à la 82e. Hein. C'est quand même assez tard dans le match. Derrière, en fait, c'est un peu un moment de panique parce que je vais pas tout remettre sur la faute du coach, mais je pense qu'il a quand même pas mal déséquilibré son équipe, Roberto De Zerbi. À partir de la 60-70e minute, vous connaissez, il y a pas mal de changements. Et il y a vraiment quelque chose qui va trancher entre les changements parisiens, et notamment les entrées de Jonathan Iconé, du coup, qui finira buteur, et Coléocho. Je vous en avais parlé, la recrue Coléocho, qui a vraiment fait une bonne entrée, encore une fois. On l'avait vu, c'était face à Paris, si je dis pas de bêtises, où il avait été buteur pour son premier match avec le Paris FC. Là encore, il fait une bonne entrée. Donc des bonnes entrées côté Paris qui ramènent de l'intensité, qui ramènent de l'énergie, là où les joueurs qui étaient titulaires en manquaient cruellement. Et du côté de Marseille, beaucoup de changements qui, pour le coup, ont vraiment, je dirais, désorganisé l'équipe. On se met un petit peu une petite panique en fait. Il y a 5 changements, les 5 changements qui sont faits par De Zerbi, avec l'entrée de Gouiri, Vermeeren, Ahmed Junior Traoré, du coup j'en ai parlé, Bilal Nadir et Murillo, et beaucoup trop de changements pour que l'équipe continue à bien performer. Et du coup, quand Jonathan Iconé marque à la 80e minute, bah, y a un moment de flottement où Marseille n'a plus le match en main et commence à se poser les mauvaises questions. Et le Paris FC va en profiter et vont finir par faire sauter le verrou en toute fin de match en provoquant un penalty qui va être transformé par Ilan Kebal au bout du bout, et qui va du coup mener à l'égalisation et à ce match nul qui était en vérité totalement inespéré sur la physionomie du match. Vous regardez les 75-80 premières minutes, honnêtement, il y a cette occasion, je crois que c'est Amine Gouiri qui rate la balle du 3-0 avant le but de Jonathan Iconé. Donc il y avait vraiment du chaos dans l'air côté Paris FC, ils étaient vraiment pas dans ce match-là. Et en fait, c'est Marseille qui vend le match eux-mêmes, ce qui permet au Paris FC d'arracher ce point du match nul qui était, comme je l'ai dit, totalement inespéré et qui se prend très très bien. Je pense que Stéphane Gilly était bien content de sortir avec un point de ce match-là. Donc 2-2. Résultat positif pour Paris, pas du tout pour Marseille pour le coup, qui plonge un petit peu dans une période de doute après, comme je vous l'ai dit, cette défaite en Ligue des Champions. Il y avait eu on avait l'impression que Marseille était au sommet après cette victoire face au leader lensois. Là, on est plus proche d'une crise avec du coup ces 2 défaites d'affiliés et ce déplacement du coup à Paris encore au Parc des Princes pour le Classico la semaine prochaine. Donc la crise, elle peut être totale s'il y a vraiment débâcle au Parc des Princes. On suivra ça évidemment avec attention. Mais voilà, il reste 3e. Faut continuer à carburer là, parce qu'il y a vraiment un coup d'arrêt. Et mentalement, j'ai l'impression que le match de Bruges les a atteints. Et on l'a vu dans cette fin de match contre le Paris FC qui a tourné au fiasco du coup.
Un autre match qui était important pour la course à l'Europe, on parlait de la course au podium avec Marseille. Monaco et Rennes, eux, c'est vraiment course à l'Europe, même si Monaco, il y a de ça 2-3 semaines, on parlait plus d'Europe, on parlait de rester en vie, que les joueurs soient en bonne santé quand ils sortent du terrain, du stade. Mais voilà, après ce match nul face à la Juventus en milieu de semaine, il y a eu des matchs nuls avec des clean sheets. Il y avait des motifs d'espoir pour Monaco de relancer une petite machine. Pour le coup, Rennes, c'est un peu différent. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, des dynamiques qui se croisent avec d'un côté Monaco qui essaye de remonter la pente. Bon, la pente n'est pas aussi abrupte, hein, c'est un petit remontage de pente, plus comme ça. Et Rennes qui chute aussi un petit peu, mais c'est pas une chute, c'est pas la chute libre. C'est une petite, c'est des matchs nuls contre le Havre, c'est une défaite contre l'Orient. Donc voilà, petit déclin. Donc voilà, deux dynamiques qui se croisent un peu dans ce match-là. Donc les deux avaient besoin des 3 points pour inverser ou confirmer la bonne dynamique. Et pour le coup, là, je trouve intéressant de s'attarder un petit peu plus longtemps sur les compositions, parce que comme Rennes allait un peu moins bien, Habib Bey, il a fait des choix, et notamment l'introduction de Moussa Tamari un peu plus haut sur le terrain. Alors, sur le papier, si vous regardez la compo, vous allez vous dire, bon, il n'a pas changé grand-chose, juste c'était une défense à 5 avec un Quentin Merlin au milieu de terrain. Mais en fait, non, j'ai l'impression que c'était plus une défense à 4, même si c'était pas clair, en vrai, j'ai pas tout compris. Une défense à 4 avec Lilian Brassé en latéral gauche, Quentin Merlin qui était bien au milieu de terrain avec Jaoui Cissé et Madi Camara, et Moussa Tamari et Frankowski. Enfin non, c'était plus Madi Camara. En fait, c'était un 4-4-2, je pense. C'était pas clair, je vais pas vous mentir dans mon esprit, mais pour moi, c'était un 4-4-2, avec du coup Lilian Brassier, Frankowski, Aïta Boudlal et Jacquet en défense. Jaoui Cissé, Quentin Merlin au milieu. Madi Camara qui est un peu dans le rôle de Blaise Matuidi 2018, qui défensivement, offensivement, s'intègre dans le milieu, défensivement va presser le latéral adverse. Moussa Tamari sur le côté gauche et Le Paul Mbolo en pointe, donc un 4-4-2 au final. Mais ouais, Habib Bey, beaucoup de remodélation tactique, ce qui lui a pas porté, ses fruits. Côté Monaco, il y a juste la mise sur le banc de Akliouche qu'on avait déjà vu en milieu de semaine face à la Juve. Sinon, ça reste du classique, avec le retour de Denis Zakaria qui fait beaucoup de bien en vrai. Cette équipe de Monaco qui retrouve vraiment une cohérence. On les connaissait, les problèmes de Monaco, hein, c'était surtout la défense. Mais en vrai, je trouvais aussi qu'offensivement, il n'y avait pas de mécanisme. Je me demandais sur pas mal de matchs, qu'est-ce qui bossait à l'entraînement en fait à Monaco. J'avais pas envie de jeter toute la pierre sur Pocognoli, encore une fois, hein, mais tu les voyais sur le terrain et tu demandais si les mecs avaient déjà joué ensemble, que ce soit dans d'autres matchs ou à l'entraînement. Donc ça m'inquiétait un peu. Et là, pour le coup, j'ai compris. Je m'excuse, Sébastien. J'ai vu cette équipe de Monaco se développer comme une vraie équipe européenne, ce qui devrait être au final, hein, l'AS Monaco, techniquement dominant, vraiment un milieu de terrain. Lamine Camara, Mamadou Koulibaly qui prenait la place de Denis Zakaria qui était du coup recadré en défense centrale. Vraiment dominateur. D'ailleurs, Lamine Camara, je pense que c'est mon joueur de la semaine. La Footixerie élu joueur de la semaine. Lamine Camara, bravo à toi. Vraiment un rayonnement impressionnant au milieu de terrain. Il a vraiment mis Quentin Merlin et Jaoui Cissé dans sa poche. Partout, il était partout, offensivement, défensivement, à la récupération, projection. C'est lui qui donnait le rythme, qui calmait le jeu. Il y avait tous les monégasques qui ont été intéressants en vérité, hein. Je retire Lamine Camara parce qu'il faut en retirer un et c'est lui qui m'a vraiment impressionné par son volume de jeu. Mais en général, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence qui se dégage de cette équipe. Rennes n'a pas tenu bien longtemps, hein. Le premier but de Fati, il arrive à la 33e minute et ils vont surtout craquer en deuxième mi-temps en encaissant quand même 3 buts en deuxième mi-temps. Score final 4-0, c'est rude. Mais au-delà du score, c'est la domination, la sérénité, les schémas de passe qui, moi, m'ont plu. Notamment sur le premier but, ça part d'une relance de Brice Samba qui arrive récupérer
au milieu de terrain par les Monégasques. Et en 2 passes, on trouve Ansu Fati dans la profondeur qui a plus qu'à ajuster Brice Samba. Donc vraiment, c'est des schémas que je voyais pas dans les autres matchs de Monaco et qui là m'ont pas mal impressionné. J'ai l'impression qu'on a en cette 20e journée de Ligue 1 la naissance de l'équipe de Monaco qu'on aurait dû avoir dès la première journée en fait. C'est pour la première fois, j'ai vu l'équipe de Monaco qui devait être là depuis le début de l'année. On n'avait pas en vrai vu. Je pense que ce match contre Rennes, cette victoire 4-0, c'est leur match référence, c'est leur meilleur match de la saison. Et malheureusement, ça se fait en première mi-temps avec un Akliou sur le banc, mais en deuxième mi-temps, quand il rentre, j'avais un peu peur de ça, que ça, désorganise l'animation offensive. Et en vrai, non, quand tu mets Akliou dans une équipe en confiance, normalement ça se passe bien, le mec va pas te baisser ton niveau, ta qualité technique, ton niveau technique, niveau organisation de jeu, ça va, niveau finition, ça va, il est buteur sur ce match-là. Donc non, ça n'a pas du tout arrêté Monaco, au contraire. Donc voilà, vraiment match référence de Monaco. Je m'attarde peu sur Rennes parce que vraiment j'ai l'impression qu'ils se sont fait rouler dessus. Les pauvres, ils étaient un peu perdus sur le terrain. À part Moussa Altamari qui reste à un très bon niveau de jeu, les autres, l'absence de Valentin Rongier, elle s'est vraiment ressentie au milieu de terrain, j'ai trouvé. Sinon, ouais, il n'y avait pas grand-chose à faire, pas grand-chose à retirer de ce match-là, malheureusement pour Rennes, qui s'enfonce un petit peu plus dans le doute. Hein. Avec ce match nul face au Havre, on s'était pas trop alerté parce que c'est un match nul et que ça peut arriver. Quand on avait vu la défaite face à Lorient, on s'était posé des questions, on s'était demandé si le match nul face au Havre, justement, n'avait pas laissé plus de traces que prévu. Et ben là, après cette lourde défaite face à Monaco, même s'ils ont eu des occasions, hein, Monaco, ça reste une équipe qui laisse des espaces, notamment Thilo Kehrer. J'ai pas envie de blâmer que Thilo Kehrer, et défensivement, ça devient plus possible. Heureusement qu'il y avait l'ami Denis Zakaria à côté de lui. Du coup, ils ont eu des occasions. Mais voilà, quand tu as un Esteban Le Paul qui est plus du tout en confiance, tu as un Mbolo qui pèse sur les défenses, mais qui a toujours pas cette qualité de finisseur, et ben c'est compliqué. C'est compliqué, tu finis par te manger un grand 4-0 par Monaco, et c'est dur pour toi, mais c'est comme ça, t'as pas mérité mieux sur ce match-là. Rennes, du coup, qui plafonne à la 6e place avec 31 points. Mais attention, Monaco qui est derrière, qui pousse, qui fait partie de ces équipes qui vont vouloir aller jouer l'Europe et regarder vers l'avant. Ils sont pour l'instant 10e avec 27 points, mais vous voyez, il n'y a que 4 points d'écart. Donc méfiance côté Rennes, parce que je pense que Monaco, s'ils trouvent leur rythme, comme j'ai l'impression qu'ils l'ont trouvé, ils peuvent être compliqués à prendre. C'est un peu la même chose pour faire la transition pour Lyon. Lyon qui recevait le LOSC le dimanche après-midi à 15h. Merci pour l'horaire. Lyon qui est une équipe du coup vraiment en confiance. Il est resté sur 9 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Une des meilleures séries de l'histoire du club. En vrai, très impressionnant sur les derniers matchs. Une équipe qui n'est pas bonne à prendre et qui affrontait Lille, qui pour le coup, elle, était dans une toute autre dynamique. Ils n'arrivent plus à trouver les solutions en Ligue 1, les Lillois. Heureusement qu'il y avait eu cette victoire contre Fribourg en Europa League pour les relancer, mais sinon ça cale complètement. Offensivement, ils ont du mal à trouver des solutions, et ça s'est encore vu sur ce match face à Lyon, où j'ai été un peu déçu, voire beaucoup déçu en fait, parce que c'est un des matchs du top de notre championnat, hein. Lyon-Lille, chaque année, normalement, c'est deux équipes qui sont plaisantes à voir jouer, qui jouent les places européennes, voire plus. Donc voilà, on attend à chaque fois ces rencontres-là. Et honnêtement, là, le match il était ronflant. Avec tout le respect, en fait, j'ai l'impression que tout le match, c'était Lille qui a le ballon, Lyon qui défend bien. Et comme Lille n'a pas de dynamiteur et n'a pas d'attaquant en confiance pour créer des décalages, et ben il se passait rien. Ils avaient juste le ballon, ils étaient tournés devant une défense de Lyon qui certes défend bien. J'ai pas envie de leur enlever leur mérite à cette équipe de Lyon, mais qui ont été facilités pour moi par l'apathie lilloise.
c'est une équipe qui, de semaine en semaine, là, commence à vraiment m'inquiéter de plus en plus. Il y a vraiment un problème offensif et défensif aussi, parce que si j'ai pas envie de m'attarder que sur les attaquants, si vous regardez le but de Lyon, en vérité, je dis qu'ils ont fait que défendre, c'est pas vrai, hein. Ils ont juste joué les coups en attaque rapide, en fait. Lille avait une possession stérile. En fait, ils avaient le ballon, mais ils en faisaient rien. Et Lyon, dès qu'ils avaient le ballon, ils essayaient d'exploser, ils essayaient de jouer sur la vitesse de Hendrick, notamment, qui est un peu passé au travers de son match. On l'a pas beaucoup vu, mais en même temps, c'est un peu le cas de tous les attaquants lyonnais. Ils essayaient aussi de jouer sur la vitesse de Alfonso Moreira sur le côté. Mais voilà, ils ont surtout attaqué en attaque rapide. Et le but vient d'un exploit individuel du fils Kluivert sur le couloir gauche. Là, je le vois encore déborder. Il déborde Moukao, qui était positionné en offensif droit sur ce match-là, en l'absence de pas mal de joueurs offensifs de Lille, notamment Osame Sarawi, notamment Ethan Mbappé blessé. Donc le choix de Moukao, il se fait déborder. Derrière, il tombe face à Santos, il le déborde aussi. Donc, et derrière, il centre en retrait pour Noah Narté, qui finit pour son premier match en Ligue 1 titulaire, premier but. Vraiment intéressant, Noah Narté. J'en avais parlé dans la vidéo des recrues, où j'avais mis un petit doute sur sa capacité physique à s'imposer en Ligue 1. Eh ben, j'ai plus trop de doutes. En vrai, le mec, il était assez à l'aise. En plus, il est tombé face à un milieu lillois qui, pour le coup, était intéressant. C'est pas là où j'ai envie de souligner leur lacune. Ayoub Boadi m'a vraiment impressionné sur ce match-là, encore. Je trouve qu'il se démarque largement. Et le retour de Benjamin André fait du bien aussi au milieu. Donc, c'est pas là où j'ai envie de pointer du doigt les Lillois. Mais voilà, Noah Narté, il s'est vraiment imposé par sa qualité technique. Et victoire de Lyon 1-0. Plus petit des résultats, pas une victoire large, mais vraiment cette impression qu'ils ont défendu sereinement avec leur qualité, qu'ils ont fait mal sur l'une des seules opportunités qu'ils ont eues, mais voilà, ils ont su être réalistes, là où du côté des Lillois, il s'est vraiment pas passé grand-chose. Une possession terne, comme je l'ai dit, visage maussade des Lillois qui, de semaine en semaine, m'inquiète un peu plus, et j'ai peur qu'ils chutent petit à petit au classement. Quand on voit les équipes qui poussent derrière eux, ça risque de faire mal potentiellement au classement. Ils risquent de se faire déplacer par pas mal d'équipes, notamment si Monaco retrouve un très bon rythme. Ça pourrait faire mal. Là, ils sont encore 5e à 32 points, mais ça pourrait descendre. De son côté, Lyon, qui est vraiment sur la dynamique, du coup, avec cette victoire, ça fait une 10e victoire d'affilée, toute compétition confondue, énorme. Ils recollent à la 3e place, ils égalisent en termes de nombre de points avec Marseille, donc espoir de podium encore permis. Si Lens a une vraie rechute, histoire de 2e place encore, espoir de 2e place encore permis. Tout est permis à Lyon, alors que le début de saison s'annonçait compliqué. Ils sont vraiment valeureux, et tout a l'air de bien se passer pour eux. On a hâte de voir ce qu'ils peuvent donner sur cette suite du championnat. Enfin, 5e et dernier match, si je dis pas de bêtises, on a déjà fait 4. 1, 2, 3 et 4, c'est ça. 5e et dernier match, le Strasbourg-Paris Saint-Germain, la clôture de la 20e journée, le dimanche soir, l'affiche entre les jeunes loups strasbourgeois qui vont de mieux en mieux après le petit trou de fin de 2025. Ça se relance très très fort. Et Paris qui devait gagner pour reprendre sa première place à Lens, qu'il avait récupéré du coup après cette victoire face au Havre, on en a parlé. Donc match hyper important pour les deux équipes, qui avaient à cœur de montrer qu'ils avaient les capacités. Petit point compo quand même, parce que juste pour souligner que Paris se pointe avec une attaque Mayoulou, Mbaye, Barcola, 3 remplaçants normalement, donc ils avaient besoin de faire tourner en vue du barrage qui se jouera au mois de février, si je dis pas de bêtises, ou c'est peut-être début mars, contre Monaco. Du coup, ça a été tiré après ma vidéo, j'avais pas les résultats, mais voilà, ils joueront Monaco. Ça risque d'être très intéressant, surtout si Monaco relance une belle série.
Mais voilà, ça a fait tourner. Une attaque assez expérimentale comme d'habitude. Côté strasbourgeois, tout va bien, donc pas besoin de changer. C'était du classique des deux côtés, à part du coup l'attaque parisienne. Et en vrai, on a eu un vrai match de foot. Là où le Lyon-Lille m'avait un peu déçu, même beaucoup déçu, dans le, comment dire, dans le football qui était proposé tout simplement. Là, le Strasbourg-Paris, honnêtement, c'est l'un des plus hauts niveaux techniques que j'ai vu cette saison en Ligue 1. L'un des meilleurs matchs techniquement, même s'il y avait des imprécisions, hein, évidemment, mais en termes de qualité individuelle, il y a très peu d'équipes qui peuvent rivaliser avec les joueurs qui étaient sur le terrain là. Je pense à du Diego Moreira qui est vraiment impressionnant. Évidemment, côté Paris, du Vitinha, du Joao Neves, du Hakimi, du Nuno Mendes, ça c'est plus à prouver. Mais quand tu as des joueurs côté Strasbourg, comme même Panicelli, le mec qui paye pas de mine, tu as l'impression que c'est un peu un Edinson Cavani, sans manquer de respect à Edinson Cavani, mais dans le sens où attaquant de surface, avec le ballon, c'est une touche, ça tire au but. Il y avait cette stat Edinson Cavani pendant toute une période, c'était à chaque fois qu'il touchait le ballon, il marquait, parce qu'en fait le mec, dès qu'il voyait le ballon, il tirait, et Edinson Cavani devant le but, c'était quelqu'un. Donc un peu des attaquants à la Haaland où tu vois pas trop dans le jeu, et en fait il marque des buts. Et en fait Panicelli c'est beaucoup plus que ça. Le mec il pèse sur une défense, tu lui mets le ballon, il est capable de caler le défenseur dans son dos, même si le défenseur c'est William Pacho, il est capable de te le caler dans son dos et de faire des contrôles orientés, de garder le ballon, faire remonter tout un bloc. Donc techniquement c'est très intéressant. El Mourabet, alors ça c'est joueur frisson. Le mec vient du futsal, donc le travail de la semelle et tout, c'est de la régalade. Encore là, il n'y avait pas Valentine Barco qui manque encore, mais ouais, vraiment deux équipes techniquement du haut niveau. Et ça n'a pas menti, hein. Je m'attendais à un gros match, on n'a pas été déçus. Rapidement, en plus, le match, il y a eu du rebondissement parce que c'est Strasbourg qui va se procurer la première vraie occasion avec ce penalty provoqué. Penalty qui va finalement être raté par Panicelli, arrêté par Matthijs Safonov plutôt, parce que le penalty n'est pas si mal tiré, mais il l'arrête, et directement dans la foulée, sur une erreur de Mamadou Sarr, Seny Mayoulou, il vient marquer, donc vraiment coup derrière la tête. À ce moment-là, je me suis dit, oh là là, Strasbourg, ils ont fait le début de match qu'il fallait, mais ils se sont fait avoir par l'expérience parisienne. Et en fait, 5 minutes plus tard, les mecs ils font c'était magnifique l'action de Strasbourg sur le but, ça va de droite à gauche, ça combine, 1-2 touches, ça finit sur un centre, et c'est Guéladoué dans la surface qui vient ajuster Safonov, vraiment 5 minutes plus tard. Donc superbe réaction, et sur un but qui est magnifique, je vous conseille d'aller le voir. Guéladoué d'ailleurs, je dois le préciser, il m'impressionne de plus en plus. Je ne serais pas étonné que le mec à la fin de la saison il soit vendu ailleurs. J'avais vu un peu les qualités quand il était à Rennes avec son frère, du coup Désiré, mais là à Strasbourg, il prend une autre ampleur, hein. Il prend une autre dimension, vraiment l'un des meilleurs joueurs de Strasbourg sur cette saison. Et ouais, il est un peu à la manière dans toute proportion gardée, mais à la manière d'un Achraf Hakimi dans l'exploitation offensive, c'est-à-dire que défensivement c'est un latéral gauche, offensivement on ne sait pas. Le mec qui va juste courir, il va te proposer des solutions, il va te combiner, dribbler, feinter, latéral plus que moderne, donc vraiment très impressionné de son niveau de jeu, et là ça se conclut par un but. À partir de là, le match il va être assez équilibré avec pas mal d'occasions des deux côtés. On se dit que voilà, les deux équipes vont se serrer la main sur un match nul parce que ça aurait été mérité, hein. Deux équipes qui se sont bien battues. Techniquement, l'une n'a rien à envier à l'autre. Mais le match il bascule à la fin du match. Achraf Hakimi il prend un carton rouge, enfin un deuxième jaune, du coup carton rouge exclu. Je crois qu'il reste 10 minutes à jouer dans ce moment-là. Et donc on se dit, Strasbourg peut faire le bon coup. Ils peuvent renverser ce match-là, ça peut être leur moment. Il va leur rester 10 minutes pour attaquer fort. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est Paris qui va clouer l'adversaire strasbourgeois sur un centre
de Zahir Emery pour l'homologue Nuno Mendes de l'autre côté, un peu à la manière de Mathieu Hudol pour Ruben Aguilar. Là, Zahir Emery, il envoie une transversale, un centre de... Il y a combien? Il y a 40 mètres. Le centre, il est incroyable au second poteau. C'est Penders, il peut pas intervenir. Nuno Mendes, il arrive, il met sa tête, il est tout seul. Incroyable ballon de Zahir Emery, et du coup la clim est totale pour Strasbourg qui, à 10 contre 11, encaisse ce but des Parisiens. Bon, on sait qu'ils peuvent le faire, hein. Paris, ils avaient déjà joué ce coup-là au Bayern à 9 contre 11 en Coupe du Monde des clubs cet été. Là, c'est contre Strasbourg à 10 contre 11. Au final, victoire de Paris 2-1. Dans le moment où on les attendait le plus, ils ont répondu. Donc très fort, la force de caractère. Ils reprennent leur première place. Ils se remettent en confiance dans le droit chemin, en patron. Là où Strasbourg a un peu laissé passer sa chance, malheureusement, je pense qu'il y avait vraiment moyen de mieux faire après ce carton rouge contre Hakimi. Ils n'ont pas réussi à saisir leur opportunité. Et quand tu ne saisis pas ton opportunité face à Paris, tu perds. C'est pas tu ressors pas avec un point, tu en ressors avec 0. Donc compliqué pour eux. Ils sont du coup 7e avec 30 points. Vous voyez, ça se resserre très très fort, hein, pour l'Europe. Si je vous mets le classement juste ici, le haut du classement, vous voyez que c'est très très serré, hein. Ça se joue avec entre le 4e et le 7e, du coup. Ça se joue dans une poignée de points. Regardez, là, tu as Lyon qui est à 39... Lyon qui est un peu décroché. C'est plus entre le 5e et le 8e. Tu as Lille à 32 points. Et tu as même 9e, Lorient à 28 points. Donc ça se joue en 4 points, vous le voyez juste ici. C'est très très serré. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner et qui va s'en sortir de manière européenne à la fin de la saison. Dans tous les cas, on sera là pour le vivre. Faites vos pronostics en commentaire. Qui vous pensez qui va descendre et qui vous pensez va être européen, ça m'intéresse. Moi, si je dois me mouiller, on est à la 20e journée. Je pense que ça va être Lyon. Du coup, ça semble un peu sûr. Strasbourg va bien remonter, je pense. Lille va réussir à maintenir sa barque. Et du coup, je pense que c'est Rennes qui va pâtir de ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je le vois comme ça. C'est tout pour moi pour ce débrief de cette 20e journée. Comme d'habitude, très content d'avoir débriefé ça avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bien vous porter. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux, sur Twitter ou sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, voilà, portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!